5.1. Shrud, c'est janvier. Mai refuse de venir. Février, mars et avril s'étaient présentés à vous. Dois-je insister ou est-ce bon, puisque je représente les 12? Vous donnez votre réponse par indication visuelle. Un signal avec votre main gauche sur votre dispositif si vous souhaitez warmer. Un signal main droite dans le cas contraire. Poursuivez simplement la lecture. Shrud, je dois vous parler de Mai. Comme je le disais, Mai ne viendra pas. Elle vous déteste. Enfin, elle déteste ce que vous représentez. Elle vous appelle le monstre froid. Ma foi, c'est plus réfléchi que moi qui vous appelez la voix. Avec Mai, nous n'avons clairement pas les mêmes références. Vous savez comment elle est, cette petite quinquagénaire avec son caractère bien trempé. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à l'exaspérer. Elle est également remontée contre Avril, trop gentil et niais selon elle. Contre Août, qui serait un bon à rien, là je suis d'accord, seulement pour ce qu'elle exprime explicitement. Je m'étais toujours imaginé que les philosophes étaient des puits de sagesse, de calme, de sang-froid. Elle brise chaque jour mes croyances. Je suis d'ailleurs fasciné d'observer comment elle bouillonne sur des choses qui nous paraissent insignifiantes, tandis qu'elle reste stoïque face à des événements choquants. Parfois, avec ses yeux noirs qui sillonnent le plafond, j'ai l'impression que ce que nous disons ou vivons relève pour elle d'une évidence. Lorsqu'elle vous regarde dans les yeux, avec son visage serré, le regard fixe, elle pénètre votre âme. Comment une femme de 45 kilos comme ça peut nous mettre dans un tel état de sidération? Les problèmes rencontrés le mois précédent ne se sont pas calmés ici. Nous sommes en ébullition. Heureusement que certains, plutôt certaines comme Juin, restent communicatifs, gardent l'espoir ou simplement cherchent des solutions. Il s'agit de petites choses, mais les gouttes remplissent les océans. Alors que nous avons dépassé un niveau de mortalité jamais atteint dans l'espèce humaine, supérieur à celui de la peste sous l'Empire romain de Marc Aurèle par exemple, ce n'est pas ce qui nous a le plus touchés. Dans l'un des dossiers remis au début du mois, Shrud, il y avait le tableau de la Joconde qui avait été retrouvé en partie brûlé. Un état impossible à restaurer. Nous n'avons apparemment plus de traces de Léonard de Vinci. Mais était dans ces moments d'évidence. Bien que je soupçonne qu'elle ait été touchée comme nous, elle nous a simplement jacté que... Toutes les choses qui doivent leur existence aux hommes, comme les œuvres, les actions et les mots, sont périssables, contaminés, pour ainsi dire, par la mortalité de leurs auteurs. Cela m'a fait réfléchir, puis rendu triste. Les petites gouttes, Shrud, celles du quotidien, des yeux, des océans. J'ai compris que dans l'esprit de Mai, je gagnais en crédit. Enfin, c'est relatif. Disons que je suis passé de l'état de larve à celui d'asticot. Même si elle considère la vie humaine au-dessus de tout, comme une sorte de principe fondamental non négociable, on ressent dans son attitude que nous n'avons pas le niveau pour soutenir sa pensée. Avec février, mars, août et décembre hors jeu, nous y reviendrons, je suis rassuré qu'elle soit à mes côtés. De la petite apeurée, même si elle m'effraie toujours, je deviens enfin une femme. Rien de plus qu'une adulte, mais pour moi, c'est déjà énorme. Si, comme le dit Mai, la philosophie est une affaire solitaire. On ne peut se révéler qu'avec ou face aux autres. J'ai compris que c'était le point crucial. Je percevais la gestion de ce qui se passe ici comme une entrave dans notre mission et nos rapports. En réalité, c'est la clé. Avec mai et septembre, nous le savons. La réponse vient toujours de l'intérieur. Qui sont nos ennemis? Qui sont nos alliés? Et parmi les alliés, qui sont les traîtres? Vous demandez à Janvier de vous partager de nouvelles informations concernant la vie au sein d'un dôme. Poursuivez simplement la lecture en 5.2. Vous demandez à Janvier quelles décisions ont été prises à l'encontre des réfugiés violents encore présents au sein du dôme. Dans ce cas, si les réfugiés avaient été séparés en deux groupes, les 7e et les SS, rendez-vous en 5.3. Autre cas, si les réfugiés avaient été entassés au rez-de-chaussée, rendez-vous en 5.5. « 5.2 » Multivac, c'est son nom. La première version de l'IA de février était Univac. Elle est apparemment restée ainsi jusqu'à cette nouvelle itération retravaillée qu'il avait gardée secrète. Capable de tellement de choses. La généralisation des intelligences artificielles fonctionne. Cela marche,
même mieux que prévu. Février était vraiment incroyable. De l'IA de contrôle général multivac se déclinent toutes les autres IA dans des secteurs spécialisés. Le problème n'était pas d'avoir des IA, mais d'en avoir une qui coordonne toutes les autres. L'IA la plus importante est évidemment celle qui parvient à identifier les touchés par leurs réactions rétiniennes, en comparaison de ceux qui ne sont pas contaminés. Les IA de pacification ont aussi beaucoup aidé. Elles utilisent des modalités de prévention situationnelle, avec des caméras, des échanges d'informations et de gestion d'urgence, et des techniques de communication favorables à l'apaisement. Tout cela effraie. Selon elles, ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société d'humains sans humanité. Il est vrai que les IA n'aboutissent à aucun résultat quand on les met dans des tests comme ceux du capucin ou du chimpanzé. Les scores d'altruisme ou d'empathie ne représentent rien. Mais elles enregistrent le principe d'équité. Donc, conclusion, un code utilement programmé permet aux animaux de sauver leur empathie. Enfin, à mes yeux. Et sans vraiment trop savoir ce qu'est ce fameux code. L'avènement des IA signe la fin de la sélection naturelle. Désormais, tout est codifié. Ce qu'on doit vivre ou non, être protégé ou non, être trié, corrigé ou non. Être ou ne pas être n'est plus la question, mais la réponse. Qu'est-ce que ça change pour nous, ici, me demanderez-vous, Schrödinger? Eh bien, ça change tout. Dans notre nouveau monde, les prédictions sont si fortes que l'erreur n'existe plus. Il n'y a plus la faute. Aussi, pour l'hiver, la drogue délivrée par décembre, nos décisions sont conditionnées par les analyses des IA. À l'intérieur du dôme, Février nous a laissé son ancienne version, Univac, complètement autonome et détachée de l'IA générale extérieure Multivac. C'est elle, Univac, qui nous aide et qui coordonne les autres IA spécialisées en interne. Par exemple, l'IA de prédiction statistique s'appelle SOMA. Du coup, SOMA nous appuie pour la problématique de l'hiver, tandis que l'IA de soutien pour les rapports liés au futur de l'humanité est dénommée HS. Je sais, ça m'a fait rire aussi. Mais ce n'est pas pour hors service, mais pour Henry Salton. Allez chercher pourquoi. Vous comprenez où je veux en venir, Shred? Je sais que je suis décousu, mais je fatigue. Vous demandez à Janvier de poursuivre, mais d'être limpide et synthétique. Continuez simplement. Je vais être direct alors. L'IA SOMA ne nous lâche pas et analyse tout pour l'hiver et la gestion ici. HS en fait de même pour les décisions. Univac les relance systématiquement et structure l'ensemble. À la question, laissons-nous les réfugiés se droguer et encourageons-nous cela, surtout au regard des problèmes actuels, j'y reviendrai avec nos analyses sur les violences commises, eh bien, nous devons agir, avec une probabilité sur le dos. Alors oui, certains ici sont rassurés de cela, c'est leur truc. Moi, je constate simplement que je m'investis encore davantage. SOMA nous recommande l'hypothèse de la gestion de l'utilisation des drogues, afin de garder le contrôle sur les réactions. Univac est formel d'ailleurs. Les analyses de SOMA sont fiables. Et il, ou elle, on dit il ou elle pour une IA. Univac nous préconise de les suivre. Donc, la machine nous dit de faire ce que dit l'autre machine. En parallèle, Juillet ne nous épargne pas. Avec ou sans IA, il exige également une réponse, tout en me prévenant que cela aura des conséquences importantes, puisqu'il m'a indiqué que l'hiver était aussi pratiqué par certains des 12. Nous sommes en désaccord sur la réponse. Nous étions déjà en désaccord sur la question. Décembre m'aurait suivi, mais elle n'est pas là. J'ai tranché. Je ne suis pas assez forte pour gérer moralement ce qui se passe. On stoppe la production de l'hiver. Même si les gens sont libres de se tuer, je suis pas obligée de leur donner une corde. Vous demandez désormais à Janvier quelles décisions ont été prises à l'encontre des réfugiés violents encore présents au sein du dôme. Dans ce cas, si les réfugiés avaient été séparés en deux groupes, les 7e et les SS, rendez-vous en 5.3. Autre cas, si les réfugiés avaient été entassés au rez-de-chaussée, rendez-vous en 5.5. « 5.3. Putain de merde! C'était donc la réponse. Fais chier, Schrödinger. Tout serait tellement plus simple s'il y avait qu'un grand méchant, quelqu'un contre qui s'énerver, émettre des reproches, insulter. Oui, il faut que je vous explique. Vous vous souvenez des enquêtes que nous avions menées auprès des SS et des 7e?
ainsi que les retours effrayants que nous avions eus. J'avais été abasourdi de comprendre que quelqu'un d'aussi normal que Janus pouvait être une enflure pareille. Comment dissimuler un tel monstre derrière une apparence si classique? Le parfait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, enfin de ce que je connais de cette pièce. Pour l'anecdote d'ailleurs, Juillet m'a dit que la première représentation de cette pièce était tombée le soir du premier crime possible de Jack l'Éventreur. Comment Juillet sait ça? Alors là, comment tous les gens ici savent toujours tout? Enfin, après insistance avec Avril, Novembre nous a enfin livré ses analyses. On aurait dit qu'elle attendait un moment particulier avant de nous en parler. Mais lequel? Je ne comprendrai jamais les psys. Je vous en fais part, Shred. Enfin, je vous transmets ce que j'ai compris, évidemment. J'ai pris des notes au besoin. Afin de vous expliquer, Novembre nous a montré une expérience très étrange auprès de sujets captifs à disposition dans le laboratoire. L'histoire de l'œil du Z. Je vous la raconte, car sans elle, je ne pense pas que j'arriverai à décrire convenablement ce qui s'est présenté à nous par la suite. Dans l'expérimentation, les cobayes devaient effectuer des petites tâches, simples mais pénibles. Pour celles-ci, ils n'étaient pas récompensés. Au contraire, ils étaient systématiquement maintenus à un niveau de pression et de contrôle très élevé. C'était ignoble, des petits chocs électriques. Les consignes, l'autorité et les sanctions étaient toutes données par une caméra en rotation au centre de la pièce. Tous les cobayes voyaient la lumière rouge de la caméra. Ils avaient bien compris que cette lumière rouge signifiait que la caméra était en marche. Surtout qu'elle s'éteignait à des heures programmées, toujours les mêmes, indiquant la fin des tâches de la journée. J'en viens au fait important. Un jour, Novembre a volontairement débranché la caméra, qu'elle a rangée dans un carton visible. Elle n'était donc pas activée. Les cobayes ont vu le haut de la caméra, sans instruction possible ni lumière rouge. Et pourtant, ils ont continué à effectuer leurs tâches, en maintenant le même niveau d'exigence et en se punissant contre eux. Pourquoi? Car Novembre avait disposé, à l'endroit habituel de la caméra, une diode rouge, seule, sans contact ou autre objet. Juste une simple lumière au même endroit. C'est uniquement lorsque Novembre a placé un chapeau sur la diode que les cobayes se sont arrêtés de travailler. L'œil du Z. C'est ainsi que cette lumière rouge a été surnommée. Je ne sais pas par qui ni pourquoi, mais c'est devenu son nom. Je ne sais pas non plus pourquoi, mais je sens le poids d'un œil du Z chaque jour sur moi. Vous demandez à Janvier d'être à nouveau plus limpide. 5.4. Que signifie tout cela? C'est précisément ce qui m'a préoccupé les jours suivants. Jusqu'ici, j'avais envisagé les violences entre les êtres humains comme des choses claires ou évidentes. Il y a une personne qui souhaite du mal à une autre, ou bien qu'il y a un problème psychologique et cela retombe sur une victime ciblée ou simplement au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai tourné en boucle dans ma tête les échanges avec Clémence, du groupe SS, et sa manière de nous expliquer les violences subies en excusant presque les 7e. Cela me paraissait absurde, inadmissible face à une posture abusive évidente. Clémence nous racontait à quel point, dans la grande majorité, les SS se sont soumis au rôle attribué en acceptant le rappel à l'ordre, les sanctions. Quand je lui avais demandé son point de vue, elle avait répondu qu'ils étaient malades. Mais ce n'est pas ça. L'exemple de Novembre le démontre. Touchés ou pas, ils sont comme nous. Ils ont les mêmes biais de raisonnement, bourreaux et victimes. L'œil de Z est une effroyable réponse à un problème sévère. Comme dit Novembre, si le pouvoir correspond à l'aptitude à agir de façon concertée, la soumission est une malédiction de groupe qui touche individuellement. Ce qu'ils ont fait à ce gars, Cassandre, simplement parce qu'il parlait trop, délirait sur une famille cachée qui dirigeait l'histoire humaine, etc. C'est infâme. Cet humain qui ressemble aujourd'hui davantage à un petit animal abandonné et paniqué. Et pourtant, lui aussi justifie les violences subies. Certes, nous avons besoin d'être reconnus, touchés, saints, gardiens, agresseurs, victimes, bons, méchants. Mais je saisis aujourd'hui que la reconnaissance ne peut nous reconnaître que comme ceci et cela.
c'est-à-dire comme quelque chose que, fondamentalement, nous ne sommes pas. Avril s'est effondré devant ces évidences, que May appelle la banalité du mal. Oui, Janus est un gars bien. Et oui, Janus commet des actes horribles et injustifiables. Afin de prendre une décision claire, il me fallait trancher une opinion personnelle. Elle ne fut pas évidente. Loin de là, vous vous en doutez, Shrud. De plus, elle est sûrement naïve, mais voilà ma conclusion personnelle. Selon moi, avec ma tête 3 fois moins remplie que celle de May, l'essentiel est d'être ce que la nature a fait de nous, afin de ne pas être ce que les autres veulent que l'on soit. Mars pensait que le plus fort ne l'est jamais assez pour être toujours le maître, qu'il doit alors transformer sa force en droit et l'obéissance en devoir. La réalité est bien plus simple et absurde. La soumission est volontaire. Les uns jouent leur rôle de gardien, les autres leur rôle de soumis. Si la réalité de la soumission a une forme aussi stupide que brillante, que cela veut-il dire de nous ici? Quel rôle interprétons-nous? Vous demandez à Janvier de vous partager de nouvelles informations concernant la vie au sein du dôme. Revenez en 5.2. Si cela a déjà été partagé, vous désirez au plus vite échanger. Autour des décisions prises concernant Julie et les réfugiés, suivez en 5.6. Ou autour des questions du rapport du mois de mai, poursuivez en 5.9. « 5.5. Février est mort. Oui, je sais, vous étiez déjà au courant, mais c'est dur. Ça revient par vagues ici, et il y a des moments où on se noie dedans. À la suite des violences au rez-de-chaussée entre réfugiés, les groupes se créent et 2 tendances se dessinent. Une vers la fuite, une vers nous. Oui, Mars est devenu une sorte de leader. Il les encourage à monter dans le dôme afin de se protéger. J'ai essayé d'échanger avec lui, de mon mieux, mais il ne m'accorde aucune légitimité. Il me respecte, oui. Il m'apprécie même, je pense. Néanmoins, il ne m'attribue aucun pouvoir de décision. Le cliché. Un homme de pouvoir et de politique face à une jeune femme. Lesbienne, qui plus est. Enfin, je dérive. Mais j'en ai tellement entendu là-dessus. Viens là, la lesbo, je vais t'apprendre à aimer les mecs. Oh, ça me dérange pas si tu ramènes ta copine. Dehors, cela fut difficile à assumer après ma rupture et mon coming out. Ça me tape sur le système. Je pensais qu'ici, avec des pointes, ça irait mieux. Mais pas tant que ça. De plus, avec des cendres. Enfin, il faut pas que je me perde. Bref, Shrud, revenons à nos moutons du rez-de-chaussée. Nous sommes confrontés à un dilemme, et je n'aime pas du tout ça. Mais alors, pas du tout. Oui, je sais, les questions de chaque mois sont du même registre. Mais au moins, les questions gardent une certaine distance, vous voyez. Là, c'est du face-à-face. C'est direct. Une solution est simple. Ouvrir la porte, créant ainsi un appel d'air et la sortie des réfugiés, ou l'entrée potentielle de touchés. Si quelques-uns restent, les touchés pourraient les mettre en danger. Ou bien nous agirons. Nous serons plus efficaces contre un tout petit groupe. Nous avons les informations que s'ils sortent maintenant, ils mourront rapidement. Le monde a beaucoup changé en quelques semaines. Ils ne le mesurent pas. Toutefois, si nous les forçons à rester, nous dévoilons notre identité et prenons le risque qu'ils se retournent contre nous. S'ils partaient seuls en ouvrant le sas, je vous avoue que ça me pèserait sur la conscience. Mais c'est moins affreux que les inciter à partir. Enfin, faut toujours leur ouvrir la porte. Qui fera ça? Qui saura conjuguer dans le présent la culpabilité avec sa conscience? Avril a proposé qu'on attende une scission dans leur groupe et qu'on expulse les violents. Le problème, c'est que certains salauds ici commencent à avoir beaucoup de pouvoir dans le groupe. C'est pas gagné du tout de parvenir à les exclure. Nous avons envisagé plusieurs solutions avec Julie. Mais comme il le dit si bien... Le bonheur des méchants qui réussissent a toujours été l'un des faits les plus gênants de la vie. Ce à quoi Novembre ajoute... Il n'apporte rien d'expliquer ça. Moralement, c'est plus doux de les laisser et de ne pas agir. Mais comme l'a souligné Novembre, ce n'est qu'une façon de se rassurer. Finalement, il y a des morts et nous sommes responsables. Tout le monde se désiste, hormis May et moi. Sauf que May est claire, elle refuse. Pas une vie ne doit être sacrifiée, même pour l'ensemble du groupe. Oui, elle a raison. C'est inhumain de faire ça. Ou plutôt, c'est trop humain dans tout ce que l'humain a de terrible. Mais finalement, si nous mourons à la suite d'une mutinerie,
Cela revient aussi à condamner notre mission, le dernier espoir d'humanité. Depuis quelques mois, le monde a tellement changé. J'étais une femme ordinaire dans un monde ordinaire. Je suis devenue une femme ordinaire dans un monde extraordinaire. Puis j'ai dû changer avec le monde. Une femme qui ne peut plus être ordinaire dans ce monde extraordinaire. Le message de février a tout changé. J'ouvrirai la porte. Vous demandez à Janvier de vous partager de nouvelles informations concernant la vie au sein du dôme. Revenez ici en 5.2. Si cela a déjà été partagé, vous désirez au plus vite échanger autour des décisions prises concernant Julie et les réfugiés, rendez-vous en 5.6. Autour des questions du rapport du mois de mai, poursuivez en 5.9. « 5.6. Donc nous voici en dehors de la caverne face à la lumière de la vérité, ou du moins d'une partie de celle-ci. Accepterons-nous de la voir ? Tels sont les mots de mai devant les preuves apportées par Julie. Les multiples preuves, creusant l'écart entre mes capacités et les siennes à nous montrer la voie. Juin n'en revient pas. Elle est si confiante dans les autres qu'elle considère toujours comme des grands petits singes. Elle est éthologue dans sa personnalité même. Avec mai et novembre, nous avons longuement parlé. Lors des échanges, Juillet nous a lâchés en cours de route. Oui, parce que novembre parle beaucoup du bonheur, de sa place et de son importance dans nos vies. Ce n'est clairement pas la tasse de thé de Juillet. Pour nous, c'est une sorte de bouleversement contre lequel nous devons agir. La première question venue est tellement simple que nous n'y avions pas pensé jusqu'ici. Comment se fait-il que vous, Shred, ou les Shred, soyez si intéressés par ce qui se passe ici ? Tout est filmé. Donc vous avez les informations. Quel intérêt de prendre ce temps pour détailler des ressentis et des choix ? De plus, si tout ce que vous nous envoyez est vrai, seules les réponses aux questions du mois devraient retenir votre attention. Et si... Je n'ose le dire. Fais chier, Shred. Et si tout ça était faux ? Si nous étions nous aussi des réfugiés dans quelque chose qui nous dépasse ? Voire, et c'est ce qui nous inquiète par-dessus tout, s'il n'y avait rien qui nous dépasse. Oui, rien. Pas de virus du tout. Les preuves de Juillet s'accumulent. C'est la mission que je lui ai confiée. Décembre en sait plus qu'elle ne le dit. Elle n'est pas ici par hasard. Souvenez-vous, Shred. Si elle était dans le coup, et s'il y avait bien un V12, mais qu'elle était dans un autre coup, pour nous tenir à l'écart, ou je ne sais quoi, je fais ce que je peux au regard des circonstances. C'est étonnant, je dois dire. J'avais tout pour être heureuse avant d'être ici, et tout ça. Pourtant, je n'ai rien fait pour l'être vraiment. J'aimerais être heureuse maintenant. Enfin maintenant. Si je pouvais revenir en arrière. Concernant tout ça, aurais-je la force de faire ce qu'il faut ? Prendre les décisions qu'il faut à l'encontre de celles que j'appréciais plus, en qui j'ai confiance ? Novembre m'a dit que c'est précisément là que tout se joue dans nos décisions. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Je sens que c'est pas de la psycho à 2 balles. Ça me parle. Une forme existentialiste dont j'ai besoin aujourd'hui. Vous demandez à Janvier d'approfondir les preuves soulevées à l'égard de décembre, particulièrement graves, puis de prendre les décisions qui s'imposent si nécessaire. Poursuivez en 5.7. Vous ne comprenez pas les doutes des 12 à votre encontre, et concernant le V12. Cela vous semble nuire à la possibilité de répondre à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa position. Poursuivez en 5.8. Vous souhaitez que Janvier approfondisse les questions qui entourent le vécu des 12 au sein du dôme. Poursuivez en 5.9. « 5.7. Avec Décembre, nous nous sommes jurés de nous dire la vérité. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. De lui parler directement, de ce qui se passe, etc. Car ici on me confie beaucoup de choses. La pression est importante. Et j'ai l'impression de la trahir en cherchant des informations que je délivre ailleurs. Il y a ce qui se passe ici et les doutes. Et surtout, comme vous le savez, Shred, Juillet qui m'a dit de me méfier d'elle. Mais je vais lui demander. Je devais en avoir le cœur net. Pourquoi avait-elle hésité à effectuer sa promesse de toujours me dire la vérité ? Car ce doute-là cogne sur mon cœur du matin au soir, et du soir au matin. Savez-vous ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a tuée. Janvier, la personne la plus hésitante à faire une promesse
et celle qui la respectera avec le plus de foi. Je n'ai jamais été autant désarmée par une femme, par un être humain, tout court. C'est la première fois que j'assume si aisément cette partie de moi. Je vous avais confié que c'était difficile avec mon entourage. La première femme avec qui j'ai osé, elle n'a pas supporté que je garde ça caché. Elle ne m'a pas épargnée, sans oublier de rendre le tout public. Face à l'évolution de nos envies, de notre personnalité, les autres réagissent avec incompréhension. Je n'avais pas changé. Je me développais simplement, tout en apprenant à connaître mes besoins. Plutôt que de changer, je suis au contraire de plus en plus moi. Mon V12 de développement personnel. Bordel. Alors cette phrase de décembre, avec la douceur de sa voix et la fermeté de ses mots, la force de ses pensées derrière ses yeux noirs onyx, vous mesurez le trouble sentimental qui m'habite. Cette femme est la perle de mon océan intérieur. Je repense au moment avec elle, à ses attentions, ses caresses. C'est dur, putain. Elle me permet de ne pas penser au reste. Si elle n'est plus là, le reste revient. Je suis certaine d'une chose aujourd'hui, au moins une. Contre l'imprévisibilité, contre le chaos de l'incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté à faire et à tenir des promesses. J'ai tenu la mienne, à elle de tenir la sienne. La vérité. Vous demandez maintenant à Gambier de vous faire part des retours de décembre. Elle ne m'a pas appris grand-chose, puisqu'en fait, c'est surtout elle qui a posé des questions. Je sais. Mais elle semble se soucier sincèrement de moi et j'ai besoin d'elle, de partager ce que je traverse, d'avoir simplement quelqu'un qui prenne soin de moi. Lorsque nous étions tête contre tête, dans les bras l'une de l'autre, elle a dit quelque chose. Juste une petite chose, mais tellement importante. Ce n'est pas de moi dont tu dois te méfier. Je suis là pour te protéger. Je n'ai pas répondu, mais j'ai compris. Juillet avait raison. Au sein des 12, décembre n'est pas le seul félon. Elle a un rôle, certes, mais peut-être pas celui que nous pensons. J'en ai fait part à mai, juillet et novembre. Ce n'est pas un complot contre nous, mais parmi nous. Oui, février et mars, voilà. Avril est en rupture. Août s'est retiré aussi vite qu'il s'est faussement impliqué. Quel bon à rien ce vieux savant excentrique. J'ai confié à juin et septembre la poursuite des analyses sur les IA et l'unique question du rapport. J'y reviendrai. L'empathie animale de juin contraste avec la froideur d'analyste de septembre. C'est un excellent duo. Et décembre, vous savez. Novembre réagit avec compréhension, tout en nous conseillant d'agir avec méfiance. De son point de vue de psychologue, décembre est en mauvaise situation et elle use forcément de ressorts émotionnels et relationnels, afin de possiblement nous faire douter. Peut-être dit-elle vrai, faux, mais nous devons maintenir un esprit critique suffisant. Novembre est un élément indispensable de notre gouvernement d'urgence resserré des 12 depuis l'intérieur du dôme. Nous aussi, nous perdons nos membres. Juillet est d'accord avec novembre à propos du recul nécessaire. Forcément, un enquêteur paranoïaque adhère lorsqu'il entend de la méfiance, mais ne partage pas ce point de vue, ou plutôt elle le trouve limité. Comme à son habitude de philosophe, elle interroge la question même. Elle pense que nous n'avons ici aucune réelle liberté de réflexion, autre que celle que nous nous accordons, que le principe de liberté a été créé en même temps que notre apparition, mais pas avant. Tant que nous ne sommes pas confrontés à la privation, la liberté n'a aucun sens. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est ce que je lui ai demandé. Si Décembre est membre d'un complot généralisé qui nous conduit ici, selon un scénario programmé, elle n'est pas notre prisonnière, mais nous les siens. Vu ainsi, quel intérêt aurait-elle à me dire cela ? Pas la libération, puisqu'elle n'est que fictivement retenue. Ses associés pourraient la libérer à tout moment. Nous mettre en doute ? Mais de quoi alors ? Dire la vérité ? C'est l'hypothèse la plus vraisemblable selon moi. Je revois son sourire, entre la satisfaction et le cynisme qui accompagnait sa réflexion. Si tout le monde vous ment en permanence, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien. En effet, les mensonges, par leur nature même, doivent être modifiés et le menteur doit constamment réécrire sa propre histoire.
Vous saisissez mieux le positionnement à l'égard de Descendre, mais vous ne comprenez pas les doutes des 12 à votre rencontre et concernant le V12. Cela vous semble nuire à la possibilité de répondre à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa position. Poursuivez en 5.8. Vous souhaitez que Janvier approfondisse les questions qui entourent le véhicule des 12 au sein du dôme. Poursuivez en 5.9. Tout ici serait faux. L'hypothèse, comme l'énonce Avril, l'effroyable hypothèse est celle-ci. Si finalement nous n'étions pas juste soumis à un test, militaire, psychologique ou je ne sais quoi, qui serait là pour observer nos réactions dans ces circonstances extrêmes. Un peu comme nous qui observons les cobayes. Non, c'est impossible. D'où proviendraient toutes ces informations, ces données, ces images, et surtout tous ces réfugiés? Il n'empêche que le doute est installé. Cette inception ne nous quitte plus. Avril pète les plombs. Comme il dit, le soupçon n'est pas dans le mensonge, mais dans la vérité. C'est tout le problème. Tout de même. Il y a ces données externes qu'on nous fournit, mais que nous n'avons jamais accueillies par nous-mêmes. Il y a ces réfugiés qui ont débarqué comme ça, du jour au lendemain, avec leurs discours, leurs récits décousus et paranoïaques. Quand Septembre a cyniquement réagi avec son « Le tiers-monde débarque soudainement ici dans notre dôme, on ne sait où sur Terre », mais s'est fendu d'un « Le tiers-monde n'est pas une réalité mais une idéologie ». Déjà, elle avait réfléchi à la question. Donc, Schrödinger, hormis ces choses qui ne sont que des constructions autour de nous, qu'est-ce qui nous prouve réellement que le V12 existe? Comme nous l'avons remarqué avec Avril et Juin, tout est si parfaitement organisé. Une parité incroyable du nombre d'hommes, de femmes, d'âge, de connaissances, de complémentarité. L'interdiction de donner notre identité et le conditionnement à un protocole à suivre. Et enfin, cette impression que certains d'entre nous ont plus de connaissances que d'autres là-dessus. Le seul élément discordant n'est en rien rassurant. Moi. Je suis l'unique novice parmi tous les cerveaux. C'est un point sur lequel avril, mai, juin, juillet et novembre sont d'accord. Quel exploit! Un tel décalage au milieu de tout cet agacement millimétré n'est pas le fruit du hasard. C'est ce décalage, moi, qui deviens chef sur la recommandation finale de décembre. Le doute engendre le défi, le désir d'en finir et partir d'ici parmi les réfugiés. Des membres des 12 veulent revoir leur famille, reprendre leur vie. Attendons-nous, nous aussi les 12, que quelqu'un d'extérieur intervienne sur l'œil qui nous observe? Mais qui serait-ce? Vous, Schrödinger? Vous demandez à Janvier de prendre du recul, puis de préciser à nouveau ses conclusions à propos de ce complot. Je comprends. Bon, imaginons un instant que ce soit justement l'inextinguible nostalgie qui guide notre réflexion et nous mène à une fausse route. Imaginons une seconde que nous soyons simplement à la recherche de la moindre information contradictoire pour résister. Mais nous on rentre dedans ce mois-ci. Elle est sévère, mais tellement juste. Je vous ai dit à quel point la vie humaine lui importait. Mon choix d'ouvrir la porte du dôme lui est insupportable, alors que nous avons tellement de doutes sur ce qui se passe vraiment dehors. Chaque situation devient l'occasion de me mettre face à mes contradictions, mes actes, mes choix. Pour elle, nous faisons tout à l'envers. S'il est vrai que le V12 est dehors, jamais nous n'aurions dû ouvrir cette porte. S'il est faux, nous devrions sortir avec eux. De plus, elle a souligné qu'il était étrange de se tracasser moralement sur la considération portée à l'encontre d'un groupe d'inconnus, à son destin, de juger leur faculté à suivre Mars le dictateur, alors que nous ne connaissons pas nos propres prénoms, entre nous, sous prétexte d'une règle imposée par un dossier et une voie informatique. Elle touche juste quand elle nous rappelle que le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former aucune. C'est précisément ce que nous subissons. L'incapacité totale à réfléchir à notre propre situation et à nos choix. Tous les 12, les réfugiés restants, les rapports demandés deviennent suspects d'un complot qui s'abat sur nous. Nous ne pourrons pas le supporter longtemps, je le sens. Nous sommes sur le point d'exploser. Le mois prochain, à tort ou à raison, nous en finirons avec ces questions. Avant, j'espère. Demandez à Janvier d'approfondir les preuves soulevées à l'égard de Descendre, particulièrement graves, prendre les décisions qui s'imposent si nécessaire. Revenir en 5.7.
Vous souhaitez que Janvier approfondisse les questions qui entourent le vécu des 12 au sein du dôme. Poursuivez en 5.9. « 5.9. Ce mois-ci est pire que les précédents. À se demander, à quoi servons-nous ? C'est du moins ce que nous nous sommes demandé en constatant que le gouvernement n'avait transmis aucune question pour accompagner tous les dossiers et habituelles informations. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances ne font plus qu'un. Puis ils se sont finalement alliés au ministère regroupé des Armées, de l'Intérieur et de la Justice. Tous les autres organes ont été exclus ou intégrés, ce qui revient même à ce fameux gouvernement de l'état d'urgence que nous avons aidé à instituer. Ils ont tenté de résister à la constituante en négociant avec ce que nous avions acté. En vain. Ils ont proposé des espaces de parole, sous le prétexte d'une liberté d'expression régulée au regard de la situation. Mais, comme dit May, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Nous en avons longuement débattu parmi les 12, et nous voyons les effets avec Mars aujourd'hui. En fait, ce gouvernement s'enfonçait dans les sables mouvants de la liberté du peuple, avant même que les contestations n'éclatent. Une fois la contestation en mouvement, aucune force administrative ne peut la contrer. Mais nous a signifié que... Une liberté contestataire féconde les groupes d'une idéologie, c'est-à-dire qu'elle les guide par la logique d'une idée souvent simple mais puissante. Et une idée, si simple soit-elle, signifie l'émancipation de la pensée à l'égard de l'expérience. Aucun discours raisonnable n'y est plus invité pendant un temps. Ce mois-ci, nous n'avons plus qu'une question. Elle ne vient plus du gouvernement, mais de la constituante. Voilà ce que la constituante tenait à souligner. Il n'y a plus de traitement possible. Effectivement, Schrödinger, tous les rapports des IA ont conclu qu'une trop grande quantité d'humains a été infectée. Désormais, une adaptation de leur fonctionnement et de leur style de vie est trop avancée. C'est également ce que nous avons observé. Les IA, coordonnées par l'IA générale multivague dont nous voyons la signature partout, gèrent l'ensemble des systèmes d'urgence jusqu'aux systèmes de sécurité, sociaux, de restauration. Une chose a retenu l'attention de novembre. C'est un bon exemple. Il n'y a plus de psychologues. Se développent des psychologiciens qui travaillent avec l'aide des IA, qui évaluent et traitent les humains via des lumières à suivre des yeux ou des vibrations dans les mains, afin de désensibiliser nos mémoires enregistrées dans le cerveau. C'est fou. Je ne connaissais pas ça, Schröd. Une chose importante aussi. Nous avons tranché ici. Les regards des uns et des autres ont été essentiels. De ce que nous observons aujourd'hui, les symptômes majeurs du V12 se cristallisent sur la mémoire rétrospective et les liens avec le système limbique, la zone émotionnelle du cerveau. Je vous dis ça, je ne suis pas neurologue, je vous répète. En gros, les touchés perdent leurs souvenirs à mesure qu'ils gagnent en projection vers l'avenir. Ce constat horrifie Octobre, l'historienne du groupe, qui reste en retrait depuis le départ de Mars et la mise en antenne de décembre. Néanmoins, peu partagent cet avis au sein des 12. Julien voit cela comme une nouvelle société d'Homo sapiens, avec ses propres codes et facultés. Surtout, nous avons tous été convaincus par les mots de May, qui est Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourrait exister sans la faculté de l'oubli. Pour elle, nous ne voyons simplement pas le potentiel de cette faculté. Cette manière de voir la mémoire me questionne, Schröd. J'y ai beaucoup réfléchi. J'avais aussi besoin d'en parler avec Décembre, évidemment. Finalement, quand je vois mon parcours, ce que nous vivons les uns et les autres, les souffrances traversées, les relations dans nos vies, je suis d'accord avec May. Tout acte, pour avancer, exige une forme d'oubli. Revenir en arrière, ce serait contre-productif, avec un risque majeur de réadaptation des personnes en l'absence de structures d'accueil. Les hôpitaux sont manquants, les spécialistes également, il n'y a presque plus de thérapeutes. Nous avons donc tranché. Demandez à Janvier d'approfondir les preuves soulevées à l'égard de Décembre, particulièrement graves, puis prendre les décisions qui s'imposent si nécessaires. Revenir en 5.7. Vous ne comprenez pas les doutes des 12 à votre rencontre, et concernant le V12, cela vous semble nuire à la possibilité de répondre à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa réponse. Revenir en 5.8. Vous souhaitez que Janvier poursuive dans le sens des questions du rapport du mois de mai. Poursuivez en 5.10. « 5.10. Pour les questions du mois, vous l'avez compris, Schröd,
Nous n'avions plus notre mot à dire auprès du gouvernement d'urgence, qui ne nous accorde aucun crédit. Toutefois, et c'est une chance, la population se tourne vers nos rapports, étant le dernier organe humain de réflexion. De plus, les IA obéissent aux règles établies, et les règles nous désignent comme l'organe décisionnaire. Nous avons récupéré la main sur le gouvernement à travers la population d'une part, et les IA d'autre part. Visiblement, tout le monde ne valide pas l'incompétence du groupe consultatif scientifique. Merci les connards. Nous voyons qu'il a vraiment perdu sa légitimité aux yeux du peuple. La population semble bien avoir décidé par elle-même, avec des référendums soumis à un filtre des IA et avec des séries de solutions proposées par cette constituante humaine aidée par l'intelligence artificielle multivac. L'accord commun entre le ministère d'autorité des armées, de l'intérieur et de la justice n'a abouti à rien. Leur alliance finale avec le ministère de l'économie et de la santé non plus. Leur autorité a disparu. La constituante ne leur reconnaît qu'un pouvoir consultatif, en dessous d'une autre. Aucune question de leur part à notre égard n'est possible ce mois-ci. Oui, je me marre. Le contrôle est une fiction. Vous pouvez mettre autant d'éléments en jeu, nous le voyons ici avec les réfugiés, ce qui compte, c'est la soumission volontaire, la légitimité de l'action. Comme en amour, on ne peut choisir les faveurs qui tressaillent notre corps. Il ne sert à rien de contredire mon attirance pour décembre. Je diverge. Voici la seule question du mois issue de la constituante. La seule, mais certainement la plus complexe de toutes les questions posées jusqu'ici. Pensez-vous que nous allons survivre ? Vous demandez à Janvier d'approfondir les preuves soulevées à l'égard de décembre, particulièrement graves, puis de prendre les décisions qui s'imposent si nécessaire. Revenir en 5.7. Vous ne comprenez pas les doutes des 12 à votre rencontre, et concernant le V12. Cela vous semble nuire à la possibilité de répondre à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa position. Revenir en 5.8. Vous souhaitez que Janvier poursuive dans le sens des questions du rapport du mois de mai. Continuez simplement en 5.11. Pensez-vous que nous allons survivre ? Chère constituante, à votre question, voici notre réponse. Avec des IA, oui. Sans les IA, non. Réponse à laquelle 2 membres des 12 souhaitent apporter une nuance. Avec les IA, non. Sans les IA, non. Indique May. Avec les IA, oui. Sans les IA, oui. Mais pas vous. Uniquement les nouveaux Homo sapiens. Nuance Juin. Je me désole des réponses qui paraissent contradictoires. Je vous garantis que nous faisons de notre mieux afin de vous offrir une vue exhaustive de la situation. Il n'y a aucun doute à propos du développement positif qui se produit actuellement grâce aux IA. Ce point reçoit un consensus général des 12. Néanmoins, il y a un débat majeur ici concernant l'avenir de la civilisation humaine, ou plutôt de l'intelligence humaine de la civilisation bâtie par les hommes. Pour mai, juin, septembre et octobre, nous sommes entrés dans une ère post-historique. Il y a eu la préhistoire, avant l'écriture de l'histoire par les hommes. Il y a l'histoire que nous connaissons. Se tient face à nous une histoire qui ne sera plus rapportée par les hommes, mais enregistrée par les intelligences artificielles. C'est ce qu'analyse Octobre. Pour mai, cela va plus loin. Désormais, les décisions civilisationnelles se bâtiront sur des intelligences artificielles supérieures aux intelligences animales. Pour juin, nous avons sûrement mal compris l'évolution des humains avec le V12. Jusqu'ici, les réactions de la société humaine ont été perçues comme les conséquences d'un virus pandémique en constante mutation. Mais nous pourrions observer les choses sous un angle différent. Et si les humains devaient évoluer un jour ou l'autre afin de s'acclimater à leur propre société et à ses mécanismes ? Subir les conséquences de leurs actions serait alors une forme d'adaptation nécessaire à un environnement afin d'y survivre. Devenir plus réactif, immédiat, s'orienter vers l'avenir, oublier l'histoire jusqu'à sa propre vie, être dépendant des technologies, exiger des perfections dans les décisions, ne plus tolérer l'insécurité du hasard pour se tourner vers de la probabilité prédictive. N'est-ce pas à l'image de l'exigence de notre environnement ? Il n'y a pas l'humain ou le robot, mais l'humain est le robot.
Contrairement à notre conclusion du mois précédent, nous nous confrontons davantage à l'avènement d'une nouvelle civilisation déjà émergente, plutôt qu'à la fin brutale d'un monde stable à la chute impossible. Il n'y avait plus de parlement. Une constituante est arrivée. L'exécutif, la justice, l'intérieur, les armées, tout se mêlait, comme aux pires périodes de l'humanité, afin de lutter contre un ennemi invisible qui se tapissait dans l'ombre du manque de soins, de collaboration sociale et économique, de l'empathie. Et quand l'adversaire est flou, nous menons le combat en aveugle. Nous cherchons le fautif pour négocier ou pour le détruire. Lorsque nous voulons la paix, nous avons la guerre. Lorsque nous voulons la vie, voici qu'arrive la mort. Ceci afin de gérer dans une stratégie du moindre mal. C'est au maître que, politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Validation de la réponse du groupe des 12, soumise à la réserve de la responsable Janvier. 6 votes sur 12. 3 membres ne peuvent pas voter. 2 membres ont voté contre. 1 membre s'est abstenu. La majorité l'emporte. La réponse est validée. Si vous n'avez pas bénéficié des preuves soulevées à l'égard de décembre, particulièrement graves, demandez à Janvier de revenir. Reprendre en 5.7. Si vous n'avez pas compris le doute des 12 à votre rencontre et concernant le V12, que Janvier ne vous a pas expliqué les raisons, cela risque de nuire à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa position. Revenir en 5.8. Si les 5.7 et 5.8 ont été entendus, vous demandez à Janvier de clôturer ce rapport du mois de mai. Poursuivez simplement en 5.12. Nous pensions lutter contre un virus, contre des touchés, contre des groupes, alors que nous luttions contre notre propre soumission. Oublier pour pardonner, pardonner pour oublier. Voici la seule voie de sortie. Si nous n'étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Nous resterions à jamais victimes de ces conséquences. Shred, pour les toucher, pour les 12, pour décembre, pour moi, je ne choisis pas parce que je le dois, ni même parce que je ne veux pas certaines choses. Je choisis désormais parce que je veux que les choses adviennent, même les pires. C'est la seule façon pour moi d'être libre de ma condition, même de ma fatalité. N'ayant autre choix, j'accepte de vouloir qu'elle s'abatte et ainsi de m'en libérer. Aujourd'hui, j'ai pitié pour vous, Shred, puisque je ne vois que 2 possibilités. Soit vous écoutez sans pouvoir d'action, donc sans liberté, soit vous êtes à l'origine de tout ceci. Sachez que je ne me soumettrai pas. Je garde ma liberté. Vous prenez acte du rapport du mois de mai en attendant de délivrer en juin le 6e enregistrement des 12.